Nous allons ouvrir maintenant un espace de rencontre, de discussion sur le transport routier de marchandises, transport du quotidien. C'est vrai qu'il y a toujours des camions en bas de chez nous. Heureusement d'ailleurs, je me suis rappelé en préparant ce congrès d'un de vos slogans, je crois, si vous l'avez, c'est qu'un camion vous l'a apporté. Donc transport du quotidien, transport un peu horizontal d'ailleurs, hein. On aime les camions qui circulent sur les autoroutes, qui apportent les marchandises, peut-être un peu moins ceux qui stationnent au bas de chez soi, mais on est toujours content de prendre en charge les produits qu'ils nous apportent. Donc, flux sanguin des territoires, on l'a évoqué aussi avec Emmanuel Le Chypre, on a besoin du transport routier de marchandises pour irriguer les territoires et pilier d'une économie forte. Alors, nous allons ouvrir une table ronde autour de ce sujet. J'appellerai dans une petite dizaine de minutes M. Gamba, qui est transporteur, Anne-Sophie Bordry, qui est la coprésidente de la commission des objets et services connectés de l'Axel. Mais je voudrais commencer par un entretien avec François Asselin. François Asselin, vous êtes le président de la Confédération des PME, un ensemble d'entreprises qui précisément irriguent le territoire. Vous, dans une relation B2B, puisque c'est comme ça qu'elle s'exprime avec le transport routier de marchandises, comment vous voyez sa présence et son évolution sur le marché, sur votre marché ? Alors, après la superbe introduction d'Emmanuel Le Chypre, où tout a été dit, c'est compliqué de reprendre la suite. Mais je vais répondre à deux niveaux. D'abord, je suis chef d'entreprise, hein, et je salue tous les chefs d'entreprise qui sont présents dans cette salle. J'ai une entreprise de charpente-menuiserie, ouais, et j'ai besoin des services des transporteurs qui sont nombreux à nous entourer. Hein. Donc, j'ai vu l'évolution de votre métier, je vois l'évolution de mon métier. Et vous savez, on dit souvent quand le bâtiment va, tout va, mais on peut dire aussi quand les transports vont, eh bien, tout va aussi. Pourquoi ? Parce que, et là c'est le deuxième étage de ma réponse, en tant que président de la CPME, on s'est dit qu'il fallait regarder avec beaucoup d'acuité et beaucoup d'attention vos métiers. Pourquoi ? Parce que je trouve que vous êtes une concentration des emmerdements, et en même temps, vous êtes un laboratoire d'espérance. Je m'explique. Le problème du détachement, vous l'avez vécu avant le bâtiment. Et moi, je peux vous dire qu'il y a 4-5 ans, quand je l'ai vu poindre dans mon secteur d'activité, j'ai eu du mal à comprendre ce qui était en train de se passer. Donc les problèmes de concurrence déloyale sur le champ social, oui, il y a longtemps que vous les rencontrez. Deuxièmement, on parlait de l'aménagement du territoire. 95% dans le secteur des transports sont des PME, TPE. Votre place, bien sûr, est à la CPME, sans aucun doute. Mais au-delà de ça, nous partageons exactement, je dirais, les mêmes problématiques, à savoir que, eh bien, avant tout, on parle souvent de très grandes entreprises, mais ceux qui irriguent le territoire, ce sont surtout des PME et des TPE avec des questions liées à leur propre taille. Mais en poussant le raisonnement un peu plus loin, je me suis dit, le raisonnement économique, je me suis dit finalement, le transport routier de marchandises dans les territoires est également, pour le consommateur, une arme anti-concentration. Elle évite la concentration dans les métropoles, la concentration des très grandes entreprises. Et on sait que quand il y a des monopoles ou des situations d'oligopole, c'est jamais très bon pour le consommateur, ni pour l'économie d'ailleurs. C'est vrai. Et en même temps, votre problématique va être avec la métropolisation telle qu'on nous l'a présentée, ça va être de plus en plus la problématique du dernier kilomètre, tout en sachant qu'en même temps, il n'y a rien mieux que le transport routier pour se faire livrer n'importe quel point du territoire, voilà, quelle que soit, je dirais, la partie isolée de l'endroit où on a besoin de se faire livrer. Et en même temps, j'ai vu arriver dans mon entreprise un transporteur de Pologne qui me livrait des produits d'un fournisseur belge. Donc, si vous voulez, tout ça, ça s'entrechoque, c'est extrêmement complexe, et en même temps, eh bien, on est tous, bien sûr, sur un marché en ce moment qui se développe, c'est-à-dire que malgré tous ces emmerdements, eh bien, vous êtes un secteur qui recherche du personnel, qui a un vrai avenir, et je vois très bien l'évolution de vos marchés, enfin de votre modèle économique, qui tend de plus en plus vers le logisticien, et parfois je suis interloqué, voire ébahi de voir comment aujourd'hui on peut organiser la traçabilité de votre prestation entre le moment où vous venez prendre la commande
à un point A, ou parfois même la préparer jusqu'à la livrer. Alors, on parlait de mettre dans le frigo, mais bref, votre métier, vos métiers sont en pleine évolution, et c'est plutôt une bonne nouvelle pour ceux qui sauront, bien sûr, s'adapter à cette évolution. Pour qu'il y ait logistique, pardon, mais il faut qu'il y ait aussi du transport routier. Oui. La logistique, c'est un des éléments, un des éléments fondateurs, un des piliers, certes, mais il faut qu'il y ait du transport routier. On parle souvent de la problématique du dernier kilomètre, mais j'aime à rappeler que pour qu'il y ait un dernier kilomètre, il faut qu'il y en ait un premier. Donc tout ça, c'est un monde un peu horizontal, et on a quand même l'impression en France qu'on distribue les bons et les mauvais points en fonction de la situation spatiale dans l'espace des uns et des autres, de leur rôle dans le transport routier de marchandises. Sortir un peu de ce débat machiavélique, est-ce que ça ne le ferait pas avancer ? Mais bien sûr, on vit dans un paradoxe où effectivement les camions sur les routes, ça agace beaucoup de monde, beaucoup de conducteurs, hein, et en même temps, vouloir se faire livrer à l'endroit où on veut, au moment où l'on le désire, eh bien c'est quelque chose qui est appelé par tous les entrepreneurs et tous les consommateurs, hein, qu'on soit professionnel ou individuel. Hein. Et en même temps, il n'y a pas d'autre meilleur moyen pour répondre à ces besoins que le transport routier. Je suis entièrement d'accord avec vous. Ouais. Pas à ce stade. Ouais. Ça veut dire quand même, et là c'est un autre aspect qu'il ne faut jamais négliger dans l'environnement économique des entreprises et surtout des PME et des TPE, Emmanuel Le Chypre l'a évoqué, c'est tout ce qui concerne l'aménagement du territoire. C'est-à-dire que c'est bien gentil, entre guillemets, de focaliser sur la métropolisation, mais si on veut continuer, même de métropole à métropole, qu'il y ait des transports, hein, et extra-métropole, il faudra bien avoir une politique d'aménagement du territoire qui soit un tant soit peu cohérente. Et peut-être qu'un des problèmes, je dirais, de l'accélération de la métropolisation, c'est que depuis des années, voire des décennies, je crois que la dernière loi, c'était la loi Pasqua, on a abandonné complètement l'aménagement du territoire, si bien qu'aujourd'hui on a des politiques court-termistes qui vont aller maximum pas au-delà d'un quinquennat. Et quand vous savez que sur un quinquennat, eh bien, on passe déjà pratiquement 2 ans en élection, hein, eh bien, ça va pas au-delà de 3 à 4 ans de projet, alors que l'aménagement du territoire, c'est vraiment du long terme. Et pour aménager le territoire, il faut bien sûr de la solidarité nationale, parce que c'est par nos impôts que le territoire s'aménage, mais il faut aussi un État vertueux qui ait les capacités, bien sûr, d'être un État investisseur. Et là, j'aime mieux vous dire qu'il reste beaucoup de pain sur la planche par rapport à tout ce qui reste à faire pour retrouver, entre guillemets, un petit peu de marge de manœuvre pour mettre du charbon dans la machine concernant l'État. Bon, avant d'engager le dialogue avec nos autres invités, je voudrais vous demander, même si vous êtes le patron des PME, vous êtes aussi consommateur, comment est-ce que vous concevez l'évolution du rôle du transport routier de marchandises compte tenu précisément de l'expression des besoins des consommateurs ? Je ne sais pas si c'est de vrais besoins, en tout cas c'est une forme de réclamation de la société, la rapidité, la flexibilité, souvent d'ailleurs des services à valeur ajoutée que les consommateurs ne sont pas prêts à payer très cher. La problématique du prix est une vraie problématique de l'économie française, parce qu'on a un peu perdu la référence au prix, on oublie que derrière le prix il y a de la valeur, enfin il y a de la main-d'œuvre, de la fiscalité, des cotisations sociales. Bon, comment peuvent-ils, tous ceux qui sont dans la salle, qui sont les professionnels du secteur, peuvent-ils comprendre, selon vous, patron de la CPME, les nouvelles exigences des consommateurs ? Alors ça, c'est très sincèrement, alors si j'ai un de mes fournisseurs qui est dans la salle, il ne faudrait pas que ça l'inspire, mais j'ai toujours trouvé que le prix du transport était vraiment ridiculement bas. Moi, je partage un petit peu... Oui, vous pouvez... Non, mais c'est vrai. Hein. Vous savez, que ça soit, je dirais, sur le territoire français, ou parfois, quand j'envoie de la marchandise à l'export, quand je vois aujourd'hui le prix de transport pris dans mon atelier, livré sur un chantier d'un container aux États-Unis, franchement, je ne trouve pas ça très cher, quoi. Très sincèrement. Quand je vois tout ce que ça doit, je dirais, comprendre comme prestation humaine, comme organisation logistique, je vous parlais de la traçabilité, du tracking, moi je trouve ça pratiquement merveilleux, quoi. Avec un code, je suis mes marchandises partout dans le monde entier, pour moi c'est presque merveilleux, quoi. Je me demande comment tout ça, et je me dis, mais derrière l'investissement que ça va comprendre, c'est fou. Et moi aussi, je travaille dans un secteur d'activité où le taux de main-d'œuvre est très élevé, dans la construction. Et j'ai beaucoup de mal, moi, à vendre ma main-d'œuvre. J'ai beaucoup de mal à faire comprendre à mes clients que si on veut des gens qualifiés, eh bien, il faut savoir, en face, les payer. Autant ils seraient prêts à acheter plus cher, même trop cher, du bois massif, autant ils veulent toujours payer moins cher le menuisier ou le charpentier qui transforme cette pièce de bois massive.
Allez comprendre pourquoi. C'est la question de la valeur perçue. Exactement, la question de la valeur perçue. Et dans le transport, c'est exactement pareil. C'est-à-dire qu'on ne supporterait pas de voir arriver un transporteur mal habillé, mal poli, qu'on n'a rien à faire de la marchandise qu'il va prendre soin, en tout cas qu'il va transporter. On veut des gens toujours bien avec un très bon niveau de qualification, et en face, on a beaucoup de mal, entre guillemets, à vendre cette qualification qui est demandée par tous les consommateurs. Alors je ne sais pas comment répondre à cette question, sinon par le fait qu'il faut vraiment se poser la question comment on peut aller capter la valeur ajoutée que d'autres prennent à notre place. Et c'est toute la question, par exemple, des plateformes, de l'intermédiation, qui est en train de capter cette valeur ajoutée, en tout cas le peu qui reste. Et donc là, effectivement, sur des économies traditionnelles telles que le transport routier, il faut peut-être se poser la question, où est-ce que je peux aller chercher de la valeur ajoutée en amont ou en aval de mon métier? C'est la partie logistique parfois, c'est peut-être la partie organisation commerciale, la partie réseau. Certains d'entre vous sont très avancés là-dessus, mais c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que si on veut pouvoir, entre guillemets, bénéficier d'un service, encore faut-il le payer au juste prix, d'où le problème aussi de tout ce qui concerne, entre autres, le détachement, parce que si jamais on n'arrive pas à mettre des règles simples et strictes, eh bien, ça sera la mort du petit cheval, comme on dit, c'est-à-dire que ça sera vraiment le cercle vicieux pour tout tirer vers le bas. Voilà. On ne veut pas de ça. Nous sommes des êtres humains avant tout. Nous sommes proches de nos salariés, surtout dans nos entreprises à taille humaine. Ce que l'on veut, c'est que tout le monde, salariés et responsables d'entreprise et dirigeants d'entreprise, en vivent correctement. Gardez votre micro, François. Rejoignez-moi autour de la table ronde. Nous allons accueillir Anne-Sophie Bordry. Madame Bordry, est-ce que vous êtes là? Bonjour. Madame Bordry est coprésidente de la commission des objets et services connectés de l'Axel. Je vous en prie, installez-vous à côté de Monsieur Asselin. Et Monsieur Alain Gamba, venez nous rejoindre. Vous êtes transporteur. Je voudrais vous préciser également, je vous en prie, installez-vous, que vous pouvez nous adresser des SMS au 06 44 63 11 14. Le numéro va s'afficher. Alors, vous nous adressez des SMS si vous avez des questions, naturellement, et on les prendra à l'issue de cet entretien. Merci à tous les trois. Je vais m'installer ici, et puis nous allons poursuivre cet échange. Anne-Sophie Bordry, on va commencer avec vous, si vous voulez bien. On a évoqué avec François Asselin le transport routier, les exigences des consommateurs. On parle aujourd'hui, c'est très à la mode, de smart city. Quand on traduit smart en anglais, ça veut dire élégant. Bon, c'est des villes intelligentes, c'est des villes connectées. Mais je voudrais savoir, vous, dont c'est le métier, quelle définition vous donnez à la smart city pour qu'on partage le même constat? Bonjour à tous, merci de votre invitation. Je dirais que la Smart City, c'est la ville qui intègre en son cœur un maximum de services, et c'est la ville dans laquelle il y a une fluidité maximum, où il n'y a plus d'embouteillage, où il n'y a plus de file d'attente. La première Smart City du monde, c'est Singapour, qui, pour des raisons très certainement géopolitiques, a travaillé peut-être en amont sur ces projets-là, et a géré ces infrastructures essentielles que sont l'électricité et l'eau, et la gestion du flux des citoyens à Singapour. Et la place du transport routier de marchandises dans cette Smart City, comment vous la voyez? Alors, je crois que la donnée aujourd'hui la plus importante, qui a le plus de valeur, c'est la donnée de mobilité. J'ai travaillé avant chez Facebook. Facebook l'a compris parce que les utilisateurs de Facebook utilisent la plateforme à travers le smartphone. Aujourd'hui, cette donnée a une valeur marchande extraordinaire pour le retail. Dans le transport, les transporteurs sont en mobilité permanente. Donc il y a deux axes qui sont très intéressants à travailler peut-être aujourd'hui. C'est que les camions peuvent être eux-mêmes des supports d'infrastructures comme le mobilier urbain pourra l'être demain, pour accueillir des nouveaux services sur sa structure même de camion en mobilité. Et puis aussi, il y a un autre aspect extrêmement important, c'est améliorer la compétitivité de votre entreprise grâce à l'intégration d'objets connectés à l'intérieur de vos services de transport. Les objets connectés et les données, on échangeait avec François Asselin, on s'interrogeait pour savoir ce qui demain pourrait créer de la valeur pour les entreprises du transport routier de marchandises. On dit
peut-être une formule, mais que les data, les données seront le pétrole du XXIe siècle. C'est vrai. C'est juste ou pas? C'est juste. Ou c'est simplement une formule? Mais ce sont des données en mobilité. En mobilité. Une donnée statique ne sert plus aujourd'hui. La seule qui compte, c'est la donnée en mobilité. D'où l'intérêt pour les transporteurs d'intégrer cette notion-là. Les camions et la chaîne de camions devient une infrastructure support de capteurs pour demain, comme peut l'être le mobilier urbain et même les feux de la circulation aujourd'hui. Ce serait bien à Paris que ça intègre des capteurs pour la fluidité du trafic, par exemple, mais aussi pour la qualité de l'air. On a eu un effet d'aubaine il y a quelques années avec le photovoltaïque chez les agriculteurs. Et en fait, ils ont loué leurs fermes pour accueillir des infrastructures de photovoltaïque. Aujourd'hui, ce qui serait très intéressant d'évoquer, c'est est-ce que les sociétés de transport peuvent devenir aussi des sociétés qui accueillent une infrastructure réseau pour offrir de nouveaux services. On parlait d'attractivité du territoire. Les sociétés de transport ont un maillage extraordinaire et en temps réel. Ce qui compte aussi, c'est la donnée en mobilité, mais en temps réel, qui permet d'offrir un service en temps réel. Donc l'attractivité du territoire, elle est extrêmement importante grâce au maillage que peut offrir une société de transport. La loi sur l'attractivité du territoire numérique, la dernière, j'étais en cabinet ministériel auprès de Éric Besson et NKM, c'est la loi du 17 décembre 2009 qui dit qu'en milieu urbain, c'est la 3G, la fibre, etc., qui permet d'apporter du service. Mais en milieu, pour les élus de la montagne et de la campagne, ce qui importe, c'est l'offre satellite de télécommunications. Aujourd'hui, on a un maillage de plus en plus fin du territoire en numérique. Si les transporteurs peuvent intégrer une infrastructure réseau pour demain, ça pourrait être assez extraordinaire pour la qualité de service de demain. C'est une perspective. Vous avez un transporteur à côté de vous, c'est M. Alain Gamba, qui a un grand client à Paris. Je pense qu'on ne va pas citer son nom, mais c'est une des plus belles vitrines de Paris, si je puis dire, avec un niveau d'exigence. Vous illustrez parfaitement la situation qu'on a cherché à décrire. C'est-à-dire des consommateurs exigeants, mais dans le B2B aussi, François, des entreprises qui sont exigeantes parce qu'elles répondent au questionnement de la société. D'abord, elles veulent de l'efficacité, elles veulent des prix, si possible, mais en même temps, elles voudraient qu'on soit vertueux. Expliquez-nous exactement ce que vous faites, sans citer le nom de cette belle entreprise. Peut-être d'abord, quelles étaient les demandes de vos clients? Bonjour à toutes et à tous. Je ne vais pas forcément être hyper novateur, puisque de toute façon, la profession connaît parfaitement les attentes clients. Enfin, il y a une particularité, c'est que le premier point, c'est d'avoir en face de soi un client qui écoute et qui a envie de construire. Ça, c'est l'élément essentiel pour, en effet, réfléchir ensemble à une logistique globale, à une gestion des flux globale, avec effectivement de la traçabilité, etc. Enfin, la traçabilité, on le traite avec de l'informatique embarquée maintenant depuis plus de 20 ans. Donc, en tout cas, le traitement de l'information à l'instant T, on le voit aussi à travers les bourses de fret, mais je ne vais pas développer tous ces sujets. Notre capacité à pouvoir prendre des décisions quasiment à la seconde. Donc nous sommes très attachés à ce genre de choses. En tout cas, ça fait partie de notre formation. Mais effectivement, un client très à l'écoute qui aujourd'hui est implanté dans Paris Intramuros, qui reçoit aujourd'hui entre 60 et 80, hier, non plus aujourd'hui, entre 60 et 80 livraisons par jour et qui souhaitait donc inscrire son développement avec une plateforme qui soit externalisée. Donc nous sommes implantés dans l'Aube, à proximité de Troyes, avec des activités transport, mais également logistique. On parlait de plus-value, etc. Oui. Bien évidemment, ce sont des métiers périphériques à la route, la route étant le pilier. Vous commencez par la fin, je suis désolé. C'est pas tout à fait la bonne photo. Voilà. Alors vous avez vous-même, si vous voulez l'actionner, voilà, ce petit appareil qui est en face de François Asselin, qu'on appelle un Pavlov. C'est tout simple. Oui, okay. Vous pouvez appuyer ce n'est pas grave, sur la touche verte, mais l'idée c'est de vous comprendre, vous. Oui. Alors là, vous tout à l'heure, vous m'avez dit... Il y a une première illustration, en tout cas, qui présente la plateforme, puisqu'aujourd'hui, nous réceptionnons l'ensemble des produits sur notre plateforme située à Vendeuvre. Nous les consolidons et chaque jour, nous livrons ce fameux client. Alors là, vous avez montré une illustration. Oui. Tout à l'heure, vous m'avez demandé de taire son nom, mais enfin, tous ceux qui se baladent un peu dans Paris voient de quoi il s'agit. On n'ira pas au-delà. Par contre, il y a les constructeurs. On parlait des constructeurs tout à l'heure. Enfin, les constructeurs, il
il faut les encourager et ils ont fait un certain nombre de choses. Enfin, en tout cas, ils améliorent le quotidien des entreprises à travers un premier matériel qui s'appelle ces fameuses remorques City. Enfin, voilà. C'est un certain nombre, en tout cas, à en disposer. Et ces véhicules gaz qui sont devant. Bon, l'avantage de ce type de matériel, c'est qu'il se substitue à entre 60 et 80 livraisons jour. Quand effectivement on a évoqué ce point, on a évoqué l'essentiel de la problématique. Alors on n'est pas sur le dernier kilomètre, parce que Paris fait plus d'1 kilomètre. On est sur le premier et le dernier, puisqu'on pilote l'ensemble des flux. Et on apporte une vraie réponse à ce client. Alors là, ce qu'on voit sur l'illustration, c'est ce sont vos... C'est le véhicule, en effet, qui est en ce cours sont de vos livraison. véhicules. Alors je ne sais... Alors, il faudrait pouvoir faire marche arrière, je ne sais pas si on peut... très bien. Vous pouvez ou avancer ou reculer. Si vous souhaitez avancer ou reculer, dites-moi. Partir du départ, ce serait Alors, bien. on va commencer par le départ. C'est toujours pas ça. Voilà. Alors, c'est bien avant. C'est là. Voilà. Non, c'est toujours pas là. Non, on est au point de livraison. Il faut pouvoir charger avant de livrer. Alors, est-ce que c'est toujours ça mieux? Non, toujours pas. Bon, je suis désolé, mais c'est tout ce que j'ai à vous proposer. C'est pas grave. Vous voyez en arrière. Voilà. En arrière-plan, une plateforme. Donc, c'est la consolidation d'une plateforme de stockage associée à une plateforme de cross-dock. Bon, la profession connaît ce genre de choses, avec effectivement des éléments de sécurité importants que l'on voit sur la partie arrière. Et ce fameux matériel, en fait, qui part en livraison depuis l'eau pour se rendre chaque jour sur la région parisienne. Alors, pourquoi je suis là? Juste pour une chose. On a un matériel, en fait, il y a une réglementation qui existe à Paris, et je ne suis pas parisien, avec des livraisons qui sont plutôt restreintes pour des véhicules qui font plus de 29 mètres carrés au sol. C'est le cas de celui-ci? C'est malheureusement pas le cas, ce serait trop beau, puisqu'il en fait 32 mètres 50. Ah ouais. Donc la nécessité, en fait, d'où la nécessité de faire évoluer la réglementation auprès de la mairie de Paris, qui est très demandeur probablement de ce type de matériel. Mais pourquoi vous dites probablement? Alors, ça devrait tomber sous le sens, non? Oui, attendez, vous êtes en train de nous dire, vous savez, monsieur BSP, Gamba. le bon sens paysan, tout le monde n'en est pas... Monsieur Gamba, vous êtes en train de nous dire une plateforme en lieu et place de 60 livraisons. Oui, absolument. Ça ne se discute pas, non? Oui, tout à fait. Ah oui, mais il y a bien des choses qui ne se discutent pas. Pour autant, ça fait 1 an que le sujet est en traitement. On espère obtenir une dérogation, mais c'est toujours pas le cas. Donc, ce qui nous oblige à livrer, non pas en journée, mais au plus tard à 7 h du matin. Bon, très bien. Donc, ça, c'est le premier... On est... Madame Bordry, dans la ville connectée, parce qu'on a compris que c'était un véhicule qui était propre, c'est un véhicule qui fonctionne au gaz, c'est bien ça? Absolument. Qui substitue 80 livraisons, bon, c'est significatif, et qui est un transport quotidien, c'est un transport du quotidien. Je vous rappelle que notre rencontre, c'est transport du quotidien, flux sanguin des territoires. Donc si je résume, si je fais un peu une géographie de ce que vous faites, M. Gamba, vous faites travailler des salariés à côté de Troyes, dans le département de l'Aube, vous apportez un service à des Parisiens et vous le faites... On collecte les produits jusqu'à la plateforme. Très bien. On collecte, c'est le premier élément, il faut pouvoir la nourrir, la plateforme. Donc on collecte, on la centralise, on l'identifie, on stocke, on prépare des commandes et ensuite, effectivement, on va livrer dans Paris intramuros avec ce type de matériel. C'est ce qu'on disait Isabelle Bordry tout à l'heure avec François Asselin. Pour qu'il y ait un dernier kilomètre, il faut qu'il y ait un premier kilomètre. Oui, et puis on parlait de traçabilité. Ce qui est intéressant avec les sociétés de transport, c'est que plutôt que de tracer colis par colis, l'intérêt aussi, grâce à vos camions, c'est de tracer zone de stockage par zone de stockage, donc zone fixe et zone en mobilité, qui sont les camions. Et ça permet à la fois de tracer la qualité du transport, ça permet aussi, d'un point de vue marketing, de justifier auprès du client final que tout a été bien transporté dans les normes réglementaires. Et vous avez une donnée de temps, en temps réel, et une donnée de qualité. Moi, j'ai lancé une start-up qui s'appelle Tetramos, qui permet de gérer la chaîne du froid en mobilité et en fixe, ce qui est de la technologie embarquée, qui permet effectivement d'intégrer tout ceci dans les camions, et plutôt que de travailler sur du colis avec du RFID qui peut coûter très cher, l'idée est de travailler en utilisant au maximum vos camions. Je voudrais revenir avec vous, François Asselin, sur un des éléments qui est décrit par Alain Gamba. Tout à l'heure, Emmanuel Le Chypre l'évoquait aussi. La technologie va plus vite que l'évolution du droit.
On voit dans le cas de figure qui nous est proposé par M. Gambin qu'il y a des négociations, des discussions qui sont engagées avec la mairie de Paris, ça pourrait être la mairie d'ailleurs de Lyon ou de Marseille, qu'importe, hein. Ça n'est pas un sujet politique, c'est un sujet technique. Comment se fait-il que dans ce pays, nous ayons autant de mal à nous adapter rapidement, de façon flexible et efficace, aux changements qui sont produits par la technique? Parce que qu'on soit bien d'accord, ce sont les outils qui changent les comportements et pas l'inverse. Oui. C'est l'usage. Hein, c'est l'usage. C'est ça, bien sûr. Ouais. Ben, tout simplement, d'abord, on a du mal à mener tout de front. C'est-à-dire que vous avez effectivement votre modèle économique qui n'arrête pas d'être percuté par de nouvelles technologies. Et puis en même temps, vous avez aussi le niveau de vos emmerdements qui n'arrête pas d'augmenter. C'est-à-dire que, oui, par exemple, sur les seuils sociaux, on n'a rien fait. C'est-à-dire qu'un employeur qui commence à se développer, qui commence à monter en effectif, eh bien, il aura de moins en moins de temps à se consacrer au développement économique de son modèle économique de son entreprise, parce qu'il va être scotché par des problèmes purement administratifs où voilà, il faut répondre à des obligations légales, conventionnelles, je ne sais quoi encore, qui fait que il est complètement coincé entre, d'un seul coup, je dirais, le fait qu'il sent qu'il faut qu'il fasse évoluer son entreprise vers de nouveaux marchés, vers de nouvelles techniques, et en même temps, eh bien, il faut qu'il réponde à de nouvelles réglementations qui sont aussi foisonnantes que chaque jour il y a dans l'année, parce que, bien en plus, vous avez dans le domaine environnemental, vous, transporteurs, bien évidemment, beaucoup de contraintes. Dans le domaine social, n'en parlons pas. Voilà, donc c'est un petit peu tout ça qui fait que ça tombe sur les épaules du chef d'entreprise, qui n'a plus le temps nécessaire à se former lui-même, parce que vous savez, on parle beaucoup de la formation des salariés, elle est essentielle, mais elle est tout aussi essentielle parmi les chefs d'entreprise, et le meilleur service souvent qu'on puisse rendre à son entreprise, c'est d'en sortir pour voir ce qui se passe ailleurs, pour en voir, entre guillemets, l'application qu'on peut en faire dans sa propre entreprise. Eh bien, le chef d'entreprise est souvent écartelé, surtout dans la PME, par rapport à toutes ces obligations. Et en même temps, il sent bien qu'il faut qu'il avance, et malheureusement, il n'avance pas assez vite par rapport aux besoins de la technologie et des demandes des consommateurs. Alors, Monsieur Gambin, lui, je vais vous donner la parole juste après, mais il est allé assez vite. Mais surtout, vous avez compris quelque chose qui, à mon sens, est fondamental, c'est qu'il faut faire de l'empathie. Quand on est dans le B2B, vous êtes mis à la place de votre client, j'imagine que vous êtes rencontrés, vous avez discuté. Bon, le problème, là, c'est qu'il y a un des acteurs, l'acteur administratif qui est parfois un peu en retard, puisque le duo entre le fournisseur, votre fournisseur et vous-même marche plutôt bien. Est-ce que les outils de la productivité, les nouveaux outils qui sont à votre service liés au digital, vous ont aidé à avancer rapidement et à être plus efficace pour vos clients? Alors écoutez, on les pratique à haute dose. Enfin, il faut savoir se le dire. C'est important. La seule chose, c'est qu'on a un savoir-faire que l'on ne sait pas faire savoir. Donc, je crois que c'est une partie du problème. C'est la seule problématique. En fait, il y a cette reconnaissance qu'il n'y a pas de ce métier. C'est-à-dire qu'on est un mal nécessaire. C'est juste dramatique, mais c'est une réalité. Alors qu'il faudrait basculer du mal nécessaire à une nécessité reconnue, quoi. On ne demande que ça, c'est pas plus compliqué que ça, on demande de l'écoute. Donc il y a la capacité effectivement à mettre en œuvre un certain nombre de choses, tout existe, il n'y a pas besoin d'en discuter sans s'étendre, il y a des réalités. Alors je remercie au passage Elisabeth Charrier, que certains ont pu voir hier soir, c'est une chose, mais qui s'est battue et qui a martelé la mairie de Paris pendant 1 an pour tenter d'obtenir cette fameuse dérogation. On est sur des décalages qui sont incompréhensibles par la profession. Alors on demande juste un peu de reconnaissance. On demande également aux médias d'arrêter de nous taper sur la tête. Ce serait tout de même sympa que les médias puissent nous aider. Enfin, voilà. C'est pas compliqué. Vous avez aussi des amis. Alors, on a des alliés, on a des amis, mais les solutions existent. Et si enfin on pouvait effectivement apporter une image qui soit totalement différente, vous savez, ce ne sera pas compliqué. On manque de conducteurs. Les choses vont se faire naturellement, puisque de toute façon, on n'est pas capable de se piloter nous-mêmes dans cette profession. On est plutôt de grands enfants. Par cette pénurie, il va bien falloir trouver d'autres solutions. Est-ce que Isabelle... j'ai connu une Isabelle Bordry, Anne-Sophie Bordry. Est-ce que ces outils dont vous parlez sont réservés aux très grandes entreprises, ou est-ce que c'est accessible également aux PME qui sont... l'essentiel des entreprises du transport routier de marchandises? Alors, je dirais une chose, c'est que les PME ont l'agilité d'intégrer des process nouveaux dans leur entreprise, et donc elles ont l'agilité d'intégrer de l'innovation.
Parce que l'innovation, c'est du test and learn. C'est toujours assez difficile de faire le pari de la bonne technologie. Donc je crois que les PME sont les mieux placées pour intégrer de l'innovation et faire du test and learn, c'est-à-dire tenter une initiative sur un an et après l'abandonner. Ce n'est pas le cas dans les grands groupes, ça c'est certain. Ils ont beaucoup plus de mal à intégrer l'innovation grâce au test and learn. Mais il peut y avoir la barrière du prix. Alors la barrière du prix, elle n'existe plus parce que tout l'électronique embarquée maintenant est devenu de moins en moins cher. Vous avez un simple capteur coûte quelques dollars aujourd'hui. Il suffit de créer après un service autour de l'électronique et du capteur. Et tout ça, c'est à des coûts extrêmement bas. On peut être à des coûts à 30 € par mois pour avoir un service de qualité. Donc le prix n'est plus une barrière. Le test and learn, c'est la force de vos PME. Et ensuite, peut-être la difficulté, c'est faire un bon pari pour gagner en compétitivité. Aujourd'hui, on a une difficulté. C'est pour ça que j'ai aussi lancé un think tank sur les objets connectés. Et on a travaillé sur l'idée d'aider les PME à choisir les bonnes technologies. Parce que vous avez, par exemple, en termes d'infrastructure, la start-up qui s'appelle Sigfox, qui est un réseau propriétaire. Est-ce que c'est intéressant de se lancer là-dedans ou de se lancer sur du standard proposé par LoRa, par un consortium d'entreprises? Donc ça, c'est une question que effectivement le chef d'entreprise doit se poser et n'est pas forcément toujours à même de se la poser parce qu'il n'a pas le temps. Donc l'idée, ce serait peut-être de proposer, ne serait-ce que pour la mairie de Paris, pour les aider à bouger, un partenariat entre les entreprises de la French Tech et les transporteurs pour imaginer la Smart City à Paris. Et ça serait, à mon avis, une idée qui permettrait de faire une bonne promotion dans les médias à la faveur du transport. Je pense que c'est effectivement un travail à mener, faire partager vos contraintes, mais en même temps montrer quel est votre rôle dans le rayonnement de l'économie française. On va prendre vos questions, hein. Vous pouvez les adresser au 6 44 63 11 14, mais j'avais juste une dernière question à vous poser, Monsieur Gamba, avant qu'on réponde aux questions de tous ceux qui sont dans la salle. Comment évolue la relation avec votre client? Est-ce que vous êtes toujours dans une relation un peu complice? Est-ce qu'elle évolue favorablement et est-ce que ça marche? Alors, elle évolue favorablement. Elle était déjà favorable dès le départ. Mais elle est constante, en tout cas. Elle est restée. Oui, bien sûr. Bon, très bien. Alors, les questions. Est-ce qu'on a des questions? Qui m'apporte des questions? Est-ce qu'elles s'affichent? Monsieur Asselin, êtes-vous d'accord avec le caractère inexorable de la métropolisation de la France? François Asselin. Écoutez, moi je pense que derrière cette question se pose une question tout bête anthropologique. C'est-à-dire que si l'être humain vit et vivra de plus en plus mal dans ces grandes métropoles, eh bien naturellement, l'être humain développera une capacité pour travailler et vivre autrement ailleurs d'une façon plus agréable. Donc voilà, si les grandes métropoles restent attractives, dans lesquelles on peut bien vivre, bien gagner sa vie et avoir une qualité de vie autour de cela qui fasse qu'on s'y sente bien. Moi, ce que souvent j'entends, c'est qu'arrivé à un certain moment dans la vie active, les gens rêvent de la province. Hein. Voilà. Donc, pour moi, c'est le chemin, enfin, l'évolution actuelle, comme le disait Emmanuel de Chypre. Ben, on peut le constater, il y a un côté un petit peu inexorable. Mais ça, c'est statistique. Oui. C'est statistique. Ouais. Mais pour autant, sur le long terme, je ne pense absolument pas que ça soit foutu. Autre question, vous partagez le même point de vue, Monsieur Gamba, vous qui me disiez au cours d'un échange téléphonique vivre plutôt à la campagne et manifestement bien vivre. On peut d'ailleurs faire de la logistique à 150 km de son point de livraison. Bien sûr. Tout est possible aujourd'hui. Absolument. Et ce qui est frappant dans votre témoignage, me permet de faire un commentaire personnel, c'est que finalement, tous les éléments vertueux sont là. C'est une entreprise qui produit de l'innovation, une entreprise qui a fait des efforts pour s'adapter à la demande de ses clients, ce qui n'est quand même pas toujours le cas, qui est efficace, qui est dans une relation un peu durable. Voilà, autant de choses qu'il faudrait, à mon sens, faire connaître autour de vous, et notamment aux journalistes que vous évoquiez tout à l'heure. Alors, Monsieur Gamba, question, pourquoi votre choix de carburant pour votre flotte s'est porté sur le GNV, gaz naturel véhicule? Alors, c'est une précision que je ne vous ai pas apportée tout à l'heure.
Ça a été le choix du client, ce qui fait toute la différence. C'est lui qui a décidé. Eh oui. C'est lui le vrai qu'en fait, patron. Alors, j'ai parlé de choix. Ouais. C'est-à-dire qu'on a effectivement, on lui a proposé 2 offres autour du diesel et du GNV. Il a souhaité en effet avoir une démarche vertueuse. Vous avez parlé effectivement de voilà, on est dans le milieu du luxe. C'est son choix. Et ça fait partie effectivement du cahier des charges initial. On y a répondu favorablement au travers ce type de véhicule puisque la technologie existait. Tiens, une question pour vous, Anne-Sophie Bordry. Est-ce qu'il n'y a pas des injonctions paradoxales chez les consommateurs? Parce que tout le monde, si on faisait un sondage aujourd'hui à Paris, je pense que 90% diraient « Ah oui, nous, on est pour le gaz naturel véhicule parce que c'est formidable, moins de NOx, moins d'émissions de particules, mais on veut toujours continuer à payer moins cher. » C'est ça l'injonction paradoxale. Ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Il paye un peu plus cher, bien évidemment. Ce qui fait toute la différence. Et ce qui, enfin, mais voilà. Je parlais du B2C, je parlais du consommateur. Si on faisait un sondage auprès des Parisiens, vous voyez, il y a parfois des rêves qui sont peu conciliables. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, je suis assez d'accord avec vous. Je pense qu'en B2B, il y a une histoire marketing à raconter en disant on est propre. Et en B2C, le problème, c'est le prix. Donc effectivement, c'est le prix et tout ce qui est convenience, c'est-à-dire la facilité de trouver du carburant, c'est de plus en plus difficile dans Paris. Et donc effectivement, c'est l'accessibilité de cette matière première et son prix. Et le consommateur ira là où il y a le meilleur prix et le meilleur confort. Alors, autre question. Parlez-nous, je m'approche de l'écran parce que la question est longue, parlez-nous des conséquences de la hausse de la fiscalité française sur le gazole, plus 41 centimes à la fin du quinquennat, hors variation des cours du brut. Une explosion de la fiscalité qui aura sans doute des conséquences. Première question, Monsieur Gamba, quelles conséquences? On est légèrement hors sujet. La fiscalité, je ne la maîtrise pas, c'est clair, on l'a subie. Maintenant, l'autre question que l'on pourrait se poser, c'est qu'elle n'est pas... Elle n'est pas au même niveau sur la partie GNV. On ne bénéficie pas en effet de la même fiscalité, en tout cas de la capacité à pouvoir récupérer cette évolution de taxes. Quoi vous dire d'autre? Rien de plus pour l'instant, dans tous les cas. Enfin, si, j'aurais tendance à dire que, je reprends juste le mot, puisque c'est un mal nécessaire, on va toujours taper sur le même. Ça, c'est une certitude. Et si on peut taper sur le plus faible, qui est effectivement le monde du transport, on va lui mettre des couches et des couches de taxes. Donc si on n'arrive pas à sortir de cette spirale négative, les hausses ne feront que s'empiler les unes aux autres. François Asselin, la France est un peu malade de sa fiscalité. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a un problème, on se dit on va inventer une nouvelle taxe et vous allez voir, ça va corriger les choses. Ça ne marche pas. Non, mais le problème l'origine de cette maladie, c'est tout simplement nos grands déséquilibres. Voilà, notre dette abyssale, le fait que 56% du PIB est absorbé par le secteur public. Donc, tant qu'on n'aura pas résolu, et ça ne sera pas en un an, il faudra des années, ces grands déséquilibres, on aura toujours ces problèmes cornéliens de fiscalité. Parce que on continue un petit peu à arroser le sable. Et quand je vois effectivement le projet d'augmenter la fiscalité du gazole, en même temps, vous voyez, je lisais pas plus tard que hier soir que Toshiba était en train de sortir une batterie qui allait d'ici 2019, qui allait pouvoir accumuler 2 fois plus d'énergie et se recharger 4 fois plus vite. Et il disait, maintenant, ça y est, quoi. Je veux dire, demain, la Zoé, c'est 600 km d'autonomie sûre. C'est-à-dire que la taxe sur le carburant, vous faites pas d'illusions, elle va bientôt se déplacer vers un autre type d'énergie, parce que si la façon d'alimenter un moteur change plus rapidement que ne prévoit, entre guillemets, l'administration fiscale, eh bien, cette migration, faut pas se faire d'illusions, tardera pas à se faire, parce que prélever de la fiscalité sur le carburant, c'est une taxe super efficace pour le budget de l'État. Voilà, c'est très simple à prélever et c'est super efficace pour le budget de l'État. C'est en tout cas très rapide. Et c'est très rapide. Mais c'est en même temps très injuste. Quand je regarde les chiffres, en France, plus de la moitié des poids lourds en service ont moins de 5 ans. 90% d'entre eux sont aux normes d'émission les plus restrictives, Euro 5, Euro 6. Quand on fait le compte, et là on parle de mérite économique, qu'est-ce qui pollue le plus ? Je suis sûr que vous posez la question à l'opinion, les gens vous diront les camions. C'est faux. Les camions, c'est 7% des émissions de gaz à effet de serre et 3% des particules. C'est ridicule. C'est encore moins
que le transport aérien aujourd'hui. Complètement, et ça reste encore ancré, hein, je dirais, dans le grand public. Voilà, quoi, c'est ainsi, mais bon, c'est sûr que quand on voit l'évolution des normes, je pense que sur ce chantier-là, au fil des ans, on s'apercevra que de toute façon, on a besoin des camions, hein, c'est pas demain la veille qu'on n'en aura plus besoin, hein, qu'ils soient avec telle ou telle énergie, on en aura toujours besoin, et plus ça va aller, plus on trouvera effectivement que le transport routier est plutôt vertueux. Voilà. Et si on veut que le transport routier se développe et continue à se développer correctement, eh bien, il faut de l'aménagement du territoire. Les camions ne volent pas. Une question sur l'intermodalité. Je ne sais pas qui veut y répondre. Le transport routier ne pourrait-il pas évoluer vers plus de complémentarité avec le transport fluvial? Par exemple, il arrive au cœur des grandes villes, il peut absorber 3 ou 4 fois plus de fret et il évolue lui aussi vers des carburants propres. Qui veut répondre à cette question? Plutôt qui veut commenter ce point de vue? On va un peu vers l'intermodalité. Bien évidemment. Hein. Maintenant, on est en opposition avec les éléments que l'on évoquait tout à l'heure. C'est-à-dire que si on prend effectivement, si on parle d'Amazon avec des livraisons morcelées, on doit les multiplier. Je ne vois pas comment on va pouvoir faire avec une barge. Bon, il y a certainement des solutions à apporter. On a déjà essayé un certain nombre de choses. À mon avis, on a fait le tour du sujet. Puisqu'on va vers plus d'exigences. Donc il faut peut-être arrêter, il faut peut-être dire les choses telles qu'elles sont aujourd'hui et en terminer avec toutes ces annonces qui finissent par polluer le grand public, quoi. Autre question, est-ce que vous avez quelque chose d'autre à me proposer? Oui, madame, je pense que c'est à vous que ça s'adresse, Anne-Sophie. La connectivité proposée par l'usage de nos véhicules sur nos routes les transforme en moyens supplémentaires d'apporter l'accès à la donnée partout. C'est la data, hein, qu'on évoquait. Le transporteur, peut-il en tirer profit lui aussi? Oui, bien sûr, il y a deux choses. Il y a à la fois son camion peut être un support d'infrastructure de service, mais aussi il peut en bénéficier pour implémenter des services dans son fonctionnement. C'est-à-dire avoir des capteurs pour la traçabilité de ses livraisons, avoir des capteurs qualité, et tout ça, il peut en plus le proposer au client comme un argument marketing différenciant. Donc oui, il y a les deux choses. Je dirais un point sur la fiscalité tout à l'heure. Je crois que les parlementaires avec qui j'ai travaillé pendant 10 ans, à chaque fois qu'ils déposent un amendement, ils doivent l'équilibrer avec une taxe. Et c'est toujours sur la cigarette ou sur le pétrole, donc sur l'essence et le gazole. Donc je crois qu'il faut changer leurs réflexes en leur expliquant qu'il y a des nouveaux modèles économiques et que c'est pas toujours l'essence et le gazole qui doivent prendre la fiscalité. Sur l'intermodalité... Vous savez, la courbe de l'affaire, tout le monde connaît ça, hein, la courbe en cloche, là, elle montre quelque chose qui est très clair, qui s'appelle la désutilité fiscale. C'est-à-dire qu'au-delà d'un certain niveau de fiscalité, finalement, la recette fiscale, y compris pour l'État, se réduit parce que il n'y a plus d'acteurs économiques ou les agents économiques trouvent des parades pour échapper à l'impôt. Donc trop d'impôt tue l'impôt, c'est pas tout à fait faux. Dire un mot sur l'intermodalité, c'est évident qu'on peut courir vers l'intermodalité et l'optimisation des différents transports, mais ce n'est possible que si vous avez des services en temps réel qui permettent cette intermodalité. Bien. Est-ce qu'on prend une dernière question? Va-t-on vers... Ah, bonne question. Ça dépasse le transport routier de marchandises, c'est une vraie question sur l'organisation spatiale de la société. Est-ce qu'on va vers des actifs en métropole, autrement dit des gens qui travaillent, et puis des retraités en province? Je ne crois pas du tout à cette vision-là, pas du tout. Je rappelle au passage, François Asselin, que chaque année, la Loire-Atlantique, je connais un petit peu le territoire de Nantes, reçoit 15 000 personnes qui sont 15 000 actifs, 15 000 par an. En réalité. Donc, c'est pas tout à fait vrai. Non, c'est pas tout à fait vrai. Bon, une chose est sûre, c'est que quand on arrive à la retraite, on préfère plutôt vivre dans un coin où on n'est pas loin de la mer, où le climat est plutôt clément. Hein. Voilà. Donc, là aussi, c'est une question, on va dire, tout à fait naturelle. Va-t-on vers des actifs aussi en France et des retraités au Portugal? On peut aussi se poser la question. Bon, au bout d'un moment, ce qu'on a besoin quand même, c'est autour de soi d'avoir des amis, une vie sociale. Ouais. Et c'est plutôt ça qui, en mon avis, milite plutôt vers l'endroit où on désire vivre les uns les autres, à savoir, on ne vit pas tout seul à un endroit
quelconque. On vit entouré d'amis, de famille, etc. Vous savez, si vous regardez la France, vous prenez un département comme la Vendée, que je connais très bien, parce que mon entreprise est juste à côté, la Vendée, au niveau économique, s'est développée d'une façon incroyable. Oui, c'est vrai. Incroyable. Et pourtant, elle était au départ loin de tout. Mais sur le long terme, le développement économique de ce département est tout à fait remarquable. C'est un vrai cas d'école, d'ailleurs, qui est souvent étudié. Oui. Et donc tout ça pour vous dire que c'est loin d'être foutu, quoi, l'aménagement du territoire. Merci François Asselin, merci Anne-Sophie. Merci. Vous aviez envie d'ajouter quelque chose Moi, absolument sur ce point-là? Non, je dirais simplement que tous les citoyens aujourd'hui ont besoin d'Internet, Oui. quel que soit l'endroit où ils vivent. Et après, ils iront vivre là où il y a la meilleure qualité de vie. Et à partir du moment où on peut être livré partout en France, on ira très facilement en province. Les millénials, la jeune génération, font des nouvelles maladies si tout d'un coup ils n'ont plus Internet. C'est ce qu'on appelle la dépression subite des adolescents. Donc ce qui compte pour eux, c'est Internet. Et ensuite, c'est la qualité de vie. Donc ils n'hésiteront pas à quitter les métropoles s'il n'y a pas la qualité de vie requise. Alain Gamba, vous êtes bien où vous êtes, j'ai l'impression. Vous avez plutôt l'air d'un homme heureux et d'un chef d'entreprise satisfait. C'est une profession riche en événements, en tout cas. Non, une dernière petite précision, on parlait effectivement d'éléments différenciants, donc on peut toujours courir vers les éléments différenciants. Il faudra juste, plus de services, ce sera aussi plus de rémunération. Il faut tout ça se paye, il y a un prix en face. Oui, bien sûr. Merci beaucoup, merci à tous les trois. Restez là.